Bonjour à tous. Je te remercie Aïda pour cette introduction et puis pour l'organisation du colloque, de ramener tous ces sujets et tous ces chercheurs. C'est vraiment très important et très intéressant. Un colloque auquel je suis ravie de présenter un travail de thèse en cours, une thèse qui s'intitule « L'eau comme question d'architecture à l'aune des conséquences du réchauffement climatique, l'insularité et l'aridité comme territoire d'apprentissage et moteur d'inventivité ». Donc c'est une thèse qui recoupe, je le crois, beaucoup avec les préoccupations de ce colloque. Et donc pour ouvrir cette journée, je vous propose de vous emmener à Naplouse, qui est une ville des territoires palestiniens qui se situe au nord de Jérusalem, qui demeure sous administration palestinienne dans un territoire morcelé par l'occupation militaire israélienne. C'est une ville qui a la particularité d'avoir été fondée durant l'Antiquité dans une vallée aux sources très abondantes. Et donc Naplouse est l'héritière d'un système construit d'adduction d'eau, construit par les Romains, qui s'est sédimenté au fur et à mesure des accumulations de l'histoire et qui aujourd'hui demeure opérant dans le sol rehaussé de la ville. Ce qui nous amène donc au titre de cette présentation, à Naplouse, les possibles de l'hybridation au sein d'un système construit hérité de l'Antiquité. Ce qui sous-tend cette présentation, c'est peut-être ce nœud tradition-modernité auquel on semble tous un petit peu s'être confrontés. En tout cas, hier, ça a émergé. Et ici, à Naplouse, loin de s'opposer, tradition et modernité opèrent vraiment en complémentarité pour répondre aux enjeux de pénurie et de croissance démographique, mais aussi face à un climat semi-aride. Et donc, dans le sous-sol de la ville, l'ingéniosité hydraulique savante que l'on connaît des Romains et l'optimisation technique des flux qui sont aujourd'hui supervisés par le Nablus Water Department, qui est le gestionnaire des eaux de la ville, fonctionnent vraiment ensemble. Tout ça forme un système construit, complexe, qui s'est développé dans la continuité des précédents, se modifiant au fil du temps, suivant l'évolution des savoirs, des cultures, des techniques et aussi des ressources en eau accessibles. C'est un système unique qui est étroitement lié aux spécificités géologiques et climatiques et hydrologiques du milieu et qui, je le crois, je l'espère, ouvre des perspectives quant aux possibilités d'hybridation des matérialités, des architectures et de logique des pensées du projet de gestion de l'eau. Cette étude des cas dépasse les questions de patrimonialisation ou l'effet même de romantisation qu'on peut retrouver quand on parle d'architecture traditionnelle ou vernaculaire, puisque le système de Naplouse décloisonne ce couple tradition-modernité et nous invite à penser ou à repenser l'architecture et les systèmes construits dans la longue durée. Par souci de clarté, nous allons suivre chronologiquement la construction du système de gestion de l'eau qui s'est opéré avec 3 temps majeurs, sa mise en place et son entretien de l'Antiquité à la période ottomane, suivi des premières hybridations au début du XXe et enfin l'hybridation de son approvisionnement à la fin du XXe. Cette étude de cas, elle s'appuie sur des relevés de terrain, beaucoup de dessins, beaucoup de redessins, des études archéologiques aussi, et des enquêtes sur le terrain menées maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Ce parcours, tout au fil de l'histoire, permettra non seulement de comprendre le fonctionnement actuel du système, mais aussi de lire les rythmes et les temporalités qui le régissent, ainsi que les paradigmes et les différents imaginaires qui ont structuré ce système. Avant cela, on va faire un petit détour par le grand territoire, qui est toujours une échelle intéressante quand on parle d'eau. Donc Naplouse se situe sur la chaîne de relief, c'est le petit point orange, je ne me rends pas compte de la définition, sur cette chaîne de montagnes qui sépare les plaines côtières de la Méditerranée et les plaines alluviales du Jourdain. Et c'est sur cette frontière topographique que vont se rencontrer des forces climatiques contraires, le vent chaud et sec de l'Est et les cyclones humides de l'Ouest qui se forment en Atlantique, qui traversent la Méditerranée et qui viennent se confronter à cette barrière montagneuse. Des courants atmosphériques qui génèrent donc un climat méditerranéen, avec une saison chaude et sèche de mai à octobre et une saison froide et pluvieuse de novembre à avril,
Et c'est durant cette saison froide que le mont Gezelim, qui est un des deux monts qui forment la vallée de Naplouse, Naplouse se situe vraiment à l'entrée, je ne sais pas si on peut pointer ici, et donc ce mont se recharge son aquifère, un aquifère karstique grâce à une formation géologique de calcaire fissuré. Et du coup, depuis cet aquifère, émergent une cinquantaine de sources qui sont réparties un peu en tout point de la vallée à différentes altimétries avec différents débits. Et ces sources sont animées par un cycle de charge et de décharge qu'on connaît traditionnellement dans ces dispositifs, avec une diminution évidemment de leur écoulement à la fin de l'été. Et ces sources, qui sont vraiment le produit du climat et de la géologie, vont rythmer la disponibilité de l'eau dans la vallée, avec une variabilité donc saisonnière, mais aussi interannuelle. Ce qui nous amène au premier temps, donc c'est près de ces sources que Tel Balata à l'âge de bronze, Mahabharata sur ordonnance d'Alexandre le Grand, puis Flavia Néapolis sous l'Empire romain se sont construites sur les ruines des précédentes. Et l'ingéniosité hydraulique romaine s'est alors mise en œuvre dans les fondations de la ville romaine, avec un premier réseau primaire d'aqueducs, tout un maillage d'aqueducs souterrains qui vont capter les sources, avec aussi également des puits connectés à ces aqueducs et des citernes souterraines qui permettent de stocker de grands volumes d'eau, notamment pour pallier au déficit de débit lors des variations saisonnières. Si là je prends le système romain comme point de départ, en réalité il s'agit déjà d'une installation qui s'inscrit dans un précédent, puisqu'on a retrouvé dans les sous-sols un premier aqueduc qui date de la période hellénistique de Mahabharata, qui est elle-même s'inscrit dans un précédent, puisque dès l'âge de bronze en Palestine, on trouve ces logiques d'adduction par aqueduc, notamment sur le site de Tel Balata, qui est le site, la première installation humaine, qui est aujourd'hui un site archéologique. Pour capter ces sources, les Romains ont donc installé différents dispositifs. Si là on est sur la source de Ras El Ain, on a vraiment cette chambre qui permet de descendre dans les entrailles de la montagne et d'atteindre une des failles karstiques desquelles s'écoule la source, et on a cette magnifique voûte conique qui vient vraiment s'insérer dans le karst, et ensuite l'aqueduc qui fonctionne vraiment comme un prolongement du karst. Tout cela avec une matérialité qui est issue elle-même de la montagne. Tous ces aqueducs sont construits en calcaire du mont. Un autre dispositif qui, lui, se situe vraiment au cœur de la cité, c'est ce qu'on appelle un nymphéanum, qui est, si vous êtes allé à Rome ou dans d'autres villes, c'est des dispositifs qu'on retrouve très souvent, qui viennent marquer la présence d'une source, qui viennent la sacraliser. Tout ça, ça nous parle de cosmologie passée, dans lesquelles les hommes célébraient les nymphes des sources, par ces édifices monumentaux qui vont rappeler un petit peu la grotte, une grotte, ou en tout cas une cavité, qui se situe juste derrière, puisqu'aujourd'hui, cet édifice, il sert de porte d'entrée aux ingénieurs du Naples Water Department pour accéder à la source qui était en fait juste derrière et qui ensuite était canalisée dans un aqueduc qui passe, lui, sous le nymphée. Et donc les Romains avaient construit ce double système avec une petite dérivation pour alimenter un bassin et puis un aqueduc qui alimentait, lui, une autre partie de la ville. Et donc ces deux édifices, celui de Ras El Ain et El Karioun, aujourd'hui sont vraiment des portes d'entrée sur ce monde souterrain, des portes d'entrée très bien cachées. C'est au détour de portes en métal cadenassées qu'on les retrouve en suivant les ingénieurs. Mais c'est vraiment des édifices. Et puis, comme vous pouvez le voir un peu sur ce redessin, qui sont... la ville s'est construite tout autour et c'est un petit peu des joyaux cachés. Un dernier dispositif qui est celui de la source d'Ain Dafna, qui est la source qui se situe le plus bas dans la vallée, donc qui va recevoir le plus de pression de l'aquifère.
Et donc, il faut imaginer, ils ont construit une citerne juste par-dessus l'endroit où l'eau émergeait, et par un système de sol en argile. L'argile est imperméable, elle permet à l'eau de traverser, mais ensuite de ne pas redescendre. Et puis de cette citerne, une autre citerne, et puis un maillage d'aqueduc qui est aujourd'hui très difficile à reconstituer. Une partie a été effondrée, mais demeure l'aqueduc principal, avec un aqueduc de 800 mètres qui ramène les eaux jusque dans une très grande citerne qui se situe aujourd'hui sous la mosquée principale de Naplouse. L'eau circule ainsi du monde souterrain naturel au monde souterrain de la cité en glissant d'une matrice karstique vers une matrice urbaine, animée par la simple force gravitationnelle et la pression de l'aquifère. Au fil des siècles, les aqueducs furent entretenus et leur conduite en terre cuite rénovée, perdurant du coup activement au sein de la ville comme un système d'adduction principal. Certains sébiles de la période ottomane, si on superpose un petit peu les plans d'implantation, s'implantent le long du parcours de ces aqueducs, prolongeant le système construit en lui-même. Et à l'échelle de l'habitat, qui est toujours une échelle très intéressante, on remarque également des traces de ces liens à l'eau avec l'intégration de réservoirs domestiques au sein même de l'épaisseur des murs. Donc l'eau devient vraiment matérialité d'architecture et était intégrée vraiment dès la pensée du projet d'habiter dans ces habitats traditionnels qu'on appelle des eaux-wash, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une très belle publication récemment sous la direction de Luc Villain et Yves Roujon. Vraiment très bel ouvrage sur l'architecture traditionnelle de Naplouse et Hébron et d'autres villes de Palestine. Mais cette intégration de l'eau au sein même du mur vraiment nous montre le lien à l'eau. Et puis il y avait ces porteurs d'eau qui venaient du coup alimenter ces réservoirs, des porteurs d'eau qui ont remplacé les aquarius qui existaient déjà à l'époque romaine. Pour arriver à la première hybridation matérielle, il faut attendre 1927 et un tremblement de terre qui a détruit très fortement le système souterrain d'aqueduc. Et la municipalité lance alors conjointement avec l'administration britannique, qui est mandataire depuis 1922, une campagne de fouilles archéologiques et de travaux de réparation et une partie de modernisation avec l'intégration de canalisations en fonte qui vont remplacer les anciennes canalisations, des canalisations en fonte qu'on voit sur les images là-haut et qui sont aujourd'hui toujours présentes dans le système. Et donc on assiste à la première hybridation matérielle. Et le système se renouvelle vraiment au sein même de l'existant, dans la matérialité massive et pérenne du calcaire des aqueducs. Et la logique gravitaire, qui constitue aussi un atout majeur, est également conservée. À la demande d'un groupement de citoyens, un premier réseau de distribution est également établi avec l'installation d'une première pompe sur la source de Ain al-Azal qu'on voit en photo, qui est toujours là mais qui ne fonctionne plus. Dès lors, on a vraiment la logique d'adduction gravitaire qui est complétée par une logique de distribution par propulsion et les réservoirs qui étaient intégrés, qu'on a vu tout à l'heure au sein de la maison ottomane, va se déplacer sur le toit. Et les porteurs d'eau, bien sûr, vont petit à petit, c'est un métier qui va petit à petit disparaître, puisque la municipalité développe donc son nouveau rôle de distributeur d'eau. Au lendemain de la Nakba, qui est vraiment la deuxième crise que va connaître Naplouse, qui est l'exode forcé de milliers de Palestiniens au lendemain de l'établissement de l'État d'Israël, la ville triple sa population dans l'espace d'un an, en accueillant plus de 50 000 réfugiés internes. Donc il faut imaginer, c'est colossal. Une croissance démographique qui est soudaine et qui va plonger la ville dans sa plus grande crise de pénurie. Le problème, il est vraiment d'ordre quantitatif, c'est-à-dire que le volume d'eau journalier des sources ne va pas suffire à couvrir tous les besoins. Et pour répondre à cette crise,
en tout cas partiellement, la municipalité de Naplouse va décider d'agrandir ses capacités de stockage et de distribution avec la construction de 3 grands réservoirs, dont vous en voyez un là en photographie, d'une capacité de 500 mètres cubes chacun. Et ces 2 réservoirs, il y en a 3, pardon, ils sont notés en bleu. Il y en a un au creux de la vallée qui renvoie les eaux des sources vers le 2 et le 3, qui sont les 2 gros réservoirs qui sont situés du coup sur le mont Ebal et sur le mont Gezilim, et qui vont ensuite redistribuer les eaux par ce maillage en bleu que vous avez là, qui est le premier vrai maillage de distribution par gravité toujours, et par zone de pression avec l'installation de tours d'eau. C'est-à-dire que les quartiers sont alimentés un jour l'un, un jour l'autre, et avec la généralisation de ces citernes. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en 2022. On voit vraiment l'omniprésence de ces citernes sur les toitures et qui fait vraiment partie du système et de la logique quotidienne de la gestion de l'eau. Mais en tout cas, le problème quantitatif n'est toujours pas réglé, et il faut attendre 30 ans plus tard, en 1978, que le système intègre de nouveaux volumes d'eau par la construction d'un premier puits qui va atteindre une nappe phréatique régionale profonde. Donc là, on bascule en hybride, on va chercher de nouvelles ressources en produisant. Ce puits va permettre de doubler le volume d'eau disponible et mettre fin vraiment à des années de stress hydrique, en mobilisant du coup une nouvelle partie de la lithosphère avec des caractéristiques hydrogéologiques différentes. Et pour faire face à la croissance démographique qui, elle, continue, bien évidemment, et la hausse du niveau de vie, le Nablus Water Department va étendre ses capacités de pompage et de stockage au fur et à mesure des années. Là, vous avez un tableau, c'est juste pour montrer vraiment cette construction, cet étalement progressif du système, sans jamais pour autant abandonner les sources qui représentent aujourd'hui 20% de la consommation de la ville. Il y a toujours ces tours d'eau, évidemment, par zone de pression. Donc on est sur un cycle de 3 à 4 jours en hiver et 5 à 6 jours en été, ce qui fait que l'usager est vraiment intégré dans le système de gestion et de consommation de l'eau. Ce qui va nous donner un petit peu ce cycle anthropisé ce cycle de l'eau anthropisé de Naplouse avec toutes ces échelles. Ainsi, le système construit de l'eau de Naplouse dans la continuité historique, dont on peut lire vraiment le palimpseste de l'ensemble des cultures de l'eau qui s'y sont succédées depuis 2 millénaires, n'a jamais patrimonialisé ou exclu les précédents. Cette lecture dans la longue durée d'un système construit, vivant, nous invite à reconsidérer nos propres systèmes traditionnels, peut-être, pour les possibles qu'offrent leur qualité matérielle ou structurelle, mais aussi pour leur profonde adaptabilité aux conditions climatiques d'un milieu et les liens qu'ils tissent avec le territoire. Ces structures héritées, elles sont également des ancrages pour des gouvernances locales, qui peuvent y fonder leur autodéterminisme. En 2002, Naplouse échappe au paradigme de progrès et d'efficacité qui sont portés par la Banque mondiale et sa réforme exogène, qui prévoyait évidemment la mise en place d'un partenariat public-privé avec une entreprise bien évidemment étrangère, la Lyonnaise des Eaux, une entreprise française, avec une gouvernance décentralisée à l'échelle nationale et régionale, et qui aurait exclu une partie de la gouvernance locale. Et je vais m'arrêter là-dessus. Le système construit de gestion de l'eau de Naplouse, qui nous permet de lire ce lien à l'eau entre architecture et eau et homme, qui est renouvelé, hybridé, modifié, propose, je l'espère, un nouvel imaginaire et un nouveau paradigme pour penser la gestion de l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente en fait un cas d'étude autour de nos pratiques ancestrales, la recherche artificielle de nappes. En fait,
Depuis 3 ans, au sein de la chaire architecture de l'eau, nous travaillons sur le Clunisois, un territoire rural en Bourgogne du Sud, ici en France, qui subit à la fois des sécheresses estivales sévères, avec des rivières asséchées pendant l'été, et des épisodes de crues parfois brutales, un déséquilibre saisonnier, si vous voulez. Un problème qui est un peu généralisé aujourd'hui en France est lié au fait que les aquifères n'arrivent pas à se recharger, donc les territoires, donc ce territoire n'arrive pas à retenir l'eau en hiver pour survivre pendant l'été. Mais comment on peut redonner en fait l'eau à la terre pour ensuite pouvoir l'utiliser en été? Les solutions se multiplient depuis des années avec des expérimentations plus ou moins technosolutionnistes, on peut dire, comme les puits de recharge forcés à Karachi en Pakistan, que vous voyez là à gauche, ou bien les solutions régénératives de cycle de l'eau avec une approche plutôt low-tech, comme les barrages de Castor, sujet de l'ouvrage de Baptiste Morisot, ici, redonner l'eau à la terre. Mais nous, on se demandait, existe-t-il des solutions développées dans le passé pour recharger les nappes artificiellement et qu'on peut en bénéficier aujourd'hui, ou au moins nous pourrions nous en inspirer. Mais eh bien oui, si on regarde dans toutes les régions où le régime climatique, la géologie, la géomorphologie ne permettaient pas la recharge naturelle suffisante des nappes phréatiques, on trouve des solutions ingénieuses pour retenir l'eau et la réserver dans la terre, que ce soit, comme ici à gauche, le long d'un oued, le système de Jassour en Tunisie, ou dans des zones localisées au sein des villes, comme à droite en Iran, les puits de Tallo, à Loft au sud d'Iran. Et là, aujourd'hui, je vous présente un cas particulièrement intéressant et complexe de ce type de pratique, les vergers submergés à Qazvin en Iran. En fait, la plaine de Qazvin que vous voyez là sur la carte, ça se voit ici, est délimitée au nord par de hautes montagnes et au sud par le désert. Elle est notamment caractérisée par de très faibles précipitations annuelles, de longues saisons sèches et de saisons humides très courtes, donc de manque d'eau en été et les pluies intenses en automne et en printemps. Il n'existe pas donc de rivières permanentes dans cette plaine, mais plusieurs cours d'eau, on peut dire temporaires, saisonnières, qui acheminent le ruissellement de montagne vers la plaine pendant les périodes de pluie. Mais pour satisfaire les besoins tout au long de l'année, donc les habitants ont bien compris qu'il fallait jouer entre les ruissellements limités des montagnes et les réserves d'eau souterraines qui seront accessibles plus ou moins tout au long de l'année. Et il faut donc redonner l'eau le plus possible à la terre, pour que la terre le réserve. Donc un système complexe d'aménagement de l'eau articulé entre la recharge des nappes au piémont et l'utilisation ou réutilisation de l'eau stockée dans les aquifères en aval, ainsi mise en place à l'échelle de la plaine. Comme on le voit là ici sur cette coupe schématique, il s'agissait d'abord donc de ralentir l'eau grâce à une série de barrages de retenue le long des ruisseaux de montagne, puis de la réparer dans les milliers des bassins d'infiltration, les bassins qui sont en réalité en fait des parcelles de vergers, creusées d'environ 1,50 m dans la terre, avec une superficie variée de 700 à 7000 mètres carrés. Il recevrait donc l'eau des ruissellements montagneux et recharger ainsi les aquifères de la plaine. Ensuite, à l'aide d'une série de canaux, les galeries souterraines qui perçaient ces nappes, l'eau était acheminée
en surface pour alimenter les habitations et les terres agricoles bien en aval de la plaine. Les principes donc sont simples. Contrôler les crues, ralentir l'eau, répartir cette eau dans les grandes surfaces, donc recharger la nappe, puis réutiliser cette eau stockée dans les aquifères tout au long de l'année. Ce système d'aménagement de l'eau, enfin d'espace de l'eau, on peut dire, a façonné le paysage de la plaine à grande échelle. On observe une corrélation entre amont et aval de la plaine. En amont, donc, une série de vergers submergés autour des villes et des villages, avec une palette, on peut dire, limitée des espèces capables de supporter de longues périodes de sécheresse, tout en possédant des racines assez profondes pour capter l'humidité de terre. Donc, traditionnellement, on y trouve les pistachiers, les amandiers, les abricotiers, la vigne. D'ailleurs, Razmi est connu pour être le premier endroit où les Iraniens ont cultivé la pistache il y a au moins, on peut dire, 1500 ans. Donc, donc ça, c'est toutes ces habitations et les vergers en Piémont avec ce système. Puis on a quelques kilomètres de désert, marqués par les puits donc aériennes de Kanat. Là, on le voit ici. Et les tracés sont grosso modo comme ça. Et en seconde série, des villages et des terres agricoles émergent donc autour de sorties de ces Kanats avec des cultures davantage plutôt céréalières ou fruitières, nécessitant en fait une irrigation plus régulière. Et si on zoome sur la ville de Qazvin, donc le capitale de la Perse avant Ispahan, là, ici, on observe sur cette photo 1956 un ensemble imbriqué des dizaines de milliers de ces bassins d'infiltration, parcelles de vergers, entouraient la ville et formaient une sorte de ceinture verte tout autour d'elle et délimitent en fait nettement la ville du désert de la plaine. Et pour faire marcher en fait ce système, une gestion sophistiquée de l'eau a été mise en place, fondée sur deux principes. D'une part, le partage rigoureux de l'eau de 5 rivières, enfin, on peut dire une sorte des oueds en fait, qui alimentaient l'ensemble des vergers. Et d'autre part, une gestion un peu ascendante, coopérative, une gouvernance participative de l'eau, qui est un système plutôt ascendant. Et dans ce système, donc les vergers sont divisés en différentes unités de gestion. Dans un premier temps, une série de parcelles irriguées par un même canal d'eau et entretenues par un groupe des jardiniers et regroupées au sein d'une unité appelée quartier, en persan mahallé. Ici en violet, on le voit. Je ne sais pas, oui, vous voyez en violet. Et puis, il existe aujourd'hui grosso modo 160 quartiers de ces vergers. Ensuite, 4 ou 5 quartiers adjacents bénéficiaient d'un même cours d'eau, d'un même canal d'eau, formaient une deuxième unité appelée Fand, c'est un mot persan. Je n'ai pas trouvé la traduction en français, donc il n'existe pas, c'est un mot persan, enfin un groupement des quartiers produit une deuxième unité qui s'appelle Fand. En noir, on le voit ici. Et les fins de voisins sont alimentés par une rivière commune. Donc ce mode de gestion de l'eau constitue un système de coopération entre les jardiniers à différentes échelles, depuis un groupement de parcelles jusqu'à quartier, jusqu'à fin, et jusqu'à la gouvernance, le partage de l'eau des rivières. Un système de gouvernance de partage ou de surveillance proche à ce que Ellen Lostrom ou Vandana Shiva
décriraient dans leurs ouvrages, en fait. Donc on voit ici l'eau des rivières entre dans chaque fend, puis se divise en différents canaux pour alimenter les divers quartiers, et ainsi ensuite, jusqu'à alimenter chaque parcelle. Et quelques photos de ce bassin verger rempli d'eau. Et j'ai mis une citation de Jane Dieulafoy, une archéologue voyageuse française, qui a voyagé en Perse entre 1881 et 1883. En 9 mai 1881, elle arrive à Qazvin. Elle témoigne, je le cite, une large ceinture de jardins entoure les murs de Qazvin, dont nous serions assez rapprochés si un lac immense nous semblait devoir nous obliger à faire un long détour avant de gagner le faubourg. Singulière surprise, dit Jo à mon mari, je n'avais jamais entendu parler de Perse, côté lac salé d'Oromia et de Shiraz. Quel est donc celui-ci? Vous voyez l'image que ce système d'irrigation donne à toute la plaine. Et donc en 9 mai, nous sommes encore en fait dans la période d'irrigation des vergers, et vous voyez probablement les vergers remplis d'eau comme un lac autour de la ville. Et ça m'a frappé, c'était intéressant. Le système de partage de l'eau est basé sur une répartition temporelle des sources. La limite de la superficie de l'ensemble des vergers ont été déterminées en fonction de l'eau disponible, selon cette rotation sur des créneaux de 6 heures, 12 heures et 24 heures. Les jardiniers ouvrent les vannes et irriguent les quartiers. J'ai représenté ici, j'ai pris exemple le partage de l'eau dans le quartier dépendant à la rivière de Zuyar, qu'on voit ici. On voit comment le quartier 1, par exemple, recevrait première 48 heures. C'est le quartier 1, c'est le quartier qui avait ce droit d'eau de recevoir pour 48 heures l'eau de cette rivière, et ainsi ensuite. Et ce qu'il utilise aujourd'hui, en fait, c'est le même système de rotation et droit d'eau qui est resté depuis le XIIIe siècle. Et pour conclure, finalement, ces vergers sans murs ni défense sont des espaces publics populaires pour les habitants de Qazvin, surtout ceux qui se trouvent en périphérie. Nous pouvons tirer plusieurs leçons de ce cas d'étude, de la complexité de l'aménagement d'espaces de l'eau en surface et en sous-sol à l'échelle de la plaine et à l'échelle de la ville. Comment la pratique de ralentir des ruissellements et de la recharge des aquifères est devenue un levier central d'organisation spatiale, d'aménagement territorial et urbain. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des initiatives comme les villes éponges. Ici, on observe comment tout un bassin versant, toute une plaine a été organisée, a été pensée comme une éponge. Mais au-delà de ça, comment un tel système a créé des interdépendances agroalimentaires à l'échelle d'un bassin versant et favorisé une coopération entre l'amont et l'aval à différentes échelles. Mais peut-être je peux conclure avec ces deux photos à droite qui sont, d'après moi, le message le plus important et qui montre en fait la fête de Panjar Bedar, persan, le 50e jour de printemps, qui marque en fait la fin de la saison d'irrigation. Les habitants de cette ville de Qazvin sortent de leur maison et font un pique-nique dans ces vergers toute la journée. C'est une fête locale, un jour férié pour cette ville, avec tous ces rituels familiales, socioculturels autour de ces vergers et systèmes de l'eau. Et c'est donc
pour moi, ce tissage subtil entre les vergers, ce système irrigation, sa gestion, les habitants et la culture locale qui constituent le secret de la résistance, de la persistance. Il existe aussi le système d'irrigation, je n'ai pas creusé, mais on peut en parler davantage après. Mais ce système est résisté. Et pour moi, c'est ce tissage subtil, en fait, entre la culture locale et tous ces existants de ces vergers, de ce système qui a donné, en fait, cette possibilité, qui est, en fait, ce secret de persistance de ces vergers face à l'évolution, face à toutes ces problématiques qu'on connaît aujourd'hui, évolution de la ville, modernisation, tous les systèmes infrastructurels, routiers, énergétiques et tout ça, qui menacent ce genre des espaces autour d'une ville, pas loin de Téhéran, le capitale. Et merci de votre attention. Good morning everyone. Myself, Prakhar Vidyarthi. Bonjour, je m'appelle Prakhar Vidyarthi, je suis professeur associé à l'université de Parole et je suis également assistant à la recherche sur des projets des systèmes hydrologiques en Inde. Dans ce projet, l'idée était de documenter et cartographier les relations potentielles entre les zones urbaines dans le Solanki, c'est-à-dire des villes qui ont été construites entre le Xe et XIIIe siècle, et l'hydrologie locale. J'ai cherché à comprendre jusqu'à quel point l'eau a joué un rôle si fondamental dans le façonnage et la création des civilisations humaines. Et je voulais tirer des liens entre les cités antiques et les cités modernes. L'eau a été à l'origine non seulement de la survie de ces villes, mais également à la création des systèmes. Et cela a façonné également la politique, la vie spirituelle dans ces villes. Je me suis concentré principalement sur des cités dans la partie ouest de l'Inde, dans une zone assez aride. Dans les régions telles que le Kutch, les précipitations sont rares et il faut toujours bien regarder jusqu'à quel point l'eau peut avoir un rôle important sur la création de ces villes. Ce que nous pouvons constater, c'est dans le village de Tehra. C'est un village qui se trouve pas loin d'une rivière, et malgré son milieu, Tehra a pu maintenir son système hydrologique antique et s'en sert toujours. Et c'est maintenant sous le contrôle du gouvernement du Gujarat. Notre étude s'est penchée sur la morphologie de ces systèmes d'eau et la morphologie de la ville. Nous avons cherché à comprendre l'impact que l'on peut voir aujourd'hui et est-ce que cela peut s'inscrire dans un débat beaucoup plus large sur la résilience au changement climatique. Donc nous avons essayé de tirer des leçons de la sagesse ancestrale et nous avons pu constater une relation intrinsèque entre l'architecture et l'hydrologie. Nous avons adopté une approche qualitative avec une analyse topographique et une analyse de la recherche antérieure. Nous nous sommes penchés sur des archives, des schémas du système d'eau de la ville, entre autres. Et en plus, nous avons mené une étude sur place des lacs, des bassins, des retenues d'eau, des puits d'escalier, des canalisations.
Nous avons également étudié les points d'évacuation d'eau dans les murs pour essayer de comprendre l'impact de l'eau sur les structures mêmes de chaque bâtiment. Une cartographie topographique a été réalisée pour comprendre les pentes, les flux de ruissellement, pour essayer de comprendre s'il y avait un lien entre cette hydrologie et les habitations aux alentours. Pour reprendre quelques éléments historiques, le village de Terra a eu une construction qui n'est pas forcément documentée, mais nous savons que c'est une commune qui a été créée aux alentours du XIIIe siècle. Le village restait sous le contrôle de cet État jusqu'en 1947. Et donc nous avons quelques documents qui existent de la période au-delà de 1890 jusqu'en 1940 et nous avons des données sur l'architecture de la ville et la structuration de la ville. Le village a été construit principalement autour du citadelle au centre. Et une forteresse. Nous avons encore des vestiges de cette forteresse sur la partie nord du village. Alors que les parties sud de la forteresse ont disparu avec les constructions successives qui les ont remplacées. On peut constater l'existence de ces portes d'entrée sur quelques faces de la forteresse. Alors, même si c'est un mur de fortification et un mur défensif, quelques éléments de ce mur ont été endommagés lors des différents tremblements de terre. Mais on peut constater des éléments architecturaux qui ont été conçus pour gérer également les flux d'eau. Donc non seulement c'est un mur défensif, mais aussi c'est un mur dont la construction est informée par la présence de l'eau. Nous avons ces points d'éjection d'eau et c'est là où on comprend qu'il y avait un vrai système très organisé pour la gestion de l'eau dans les bâtiments. On constate également dans les rues et dans les ruelles, il y a des affaissements dans le sol pour acheminer l'eau dans certaines directions. Du côté nord-est de Terra se trouve un système interconnecté de 3 lacs. Chhatrasar, Tsumarsar et Chatarsar. Chaque lac possède une fonction distincte, fondée sur la qualité de l'eau et l'usage de l'eau. Le lac Chhatrasar répond aux besoins domestiques tels que le bain, la lessive. Le lac Tsumarsar est réservé exclusivement à l'eau potable et on en sert pour boire et pour cuisiner. Le troisième lac, Chatarsar, répond aux besoins agricoles et pour le bétail, elle est également utilisée pour des activités de lavage de vêtements. Les 3 lacs sont séparés par des talus de terre, ce qui minimise le risque de contamination croisée entre les lacs et permet de gérer le trop-plein entre les réservoirs. Les talus autour de lac Tsumarsar constituent également une barrière naturelle empêchant le ruissellement et l'arrivée des eaux impures. Les lacs sont aussi reliés par des plateformes de filtration qui sont surélevées, construites en pierre et en terre. Donc lorsque l'eau circule d'un lac à l'autre, elle traverse par ces plateformes filtrantes où la sédimentation purifie naturellement l'eau. C'est un système gravitaire et ne nécessite aucunement l'intervention mécanique.
Sur le flanc sud-est du village, on trouve le puits d'escalier, qui est adjacent à un complexe de temples. Son emplacement indique qu'il remplissait à la fois des fonctions rituelles et des fonctions pratiques, parce que c'est un puits qui fournit de l'eau pour les cérémonies réalisées dans le temple, et cela donne de l'eau aux voyageurs ou aux pèlerins. Voici une étude topographique. Selon nos études topographiques, on voit que le village de Tera est implanté d'un point de vue stratégique sur un terrain surélevé. C'est un choix qui permet de minimiser les risques d'inondation et facilite la distribution de l'eau. La conception de cette commune tire pleinement parti des pentes naturelles pour diriger les ruissellements de l'eau vers les réservoirs. Un barrage de retenue qui a été reconstruit ces dernières années détourne l'excès d'eau, le trop-plein d'eau, que l'on trouve lors des moussons et qui provient de la rivière Miti. Et cela l'achemine vers le côté est du village. Cette eau est ensuite acheminée vers les lacs, dans l'ordre, Chatarsar, Tamarsar et ensuite Chatrasar. Après les trois lacs, l'eau est ensuite rejetée dans la rivière. Cela crée un passage de l'eau de pluie de la rivière jusqu'aux trois lacs et ensuite de retour à la rivière. Nous pouvons voir deux grandes catégories de drainage, la zone est et ouest. Et l'eau à droite est acheminée vers le mur de fortification et à gauche est acheminée vers la rivière. Donc c'est la zone en rouge. La zone en rouge, c'est l'eau qui est acheminée vers le système des trois lacs. Autour du lac Chatasar, on trouve trois temples sur les trois rives. Cela souligne l'importance rituelle et le lien que l'on trouve entre la vie spirituelle et l'eau. C'est un lieu à la fois religieux, mais c'est un lieu de vie sociale, de rassemblement social. C'est également un lieu où on pratique le Jindoram. C'est une pratique rituelle des communautés hindoues et Jin. C'est donc une structure sacrée qui est tout autour de l'eau. Et cette participation culturelle souligne le lien très profond entre la foi, la communauté et l'écologie. Quand on étudie l'architecture hydrologique du village ou de la ville de Tera, on voit que l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est un principe de conception qui façonne l'organisation de l'espace, c'est quelque chose qui façonne la société. Tera constitue un système territorial où l'architecture, le paysage et la gouvernance communautaire fonctionnent comme un cadre écologique unifié. On peut en trouver trois principes, la décentralisation, l'intégration et la participation communautaire. Tout d'abord, la décentralisation. C'est ce qui garantit le fait d'avoir plusieurs petits plans d'eau qui soutiennent collectivement le village, au lieu d'avoir chaque élément du village qui dépend d'une seule source. C'est une répartition qui renforce la résilience de la communauté face à la sécheresse. Deuxièmement, l'intégration. L'intégration des systèmes bâtis et naturels. C'est comme les rues, qui servent également de canaux, d'écoulement, de ruissellement, et les temples, qui surplombent les lacs. Tout cela démontre jusqu'à quel point la conception architecturale et hydrologique peuvent coexister en harmonie. Troisièmement, la participation communautaire. C'est ce que l'on voit dans les pratiques telles que le Jindoharam et le désensablement périodique des lacs. C'est ce qui garantit l'entretien des lacs et c'est lié aux routines sociales et culturelles.
Et c'est ce qui fait un modèle durable. L'exemple de Tara nous donne quelques enseignements, notamment pour la gestion de l'eau et la planification urbaine. Cela montre que nous pouvons concevoir, nous pouvons dessiner des communautés qui fonctionnent parfaitement en lien avec l'environnement. Enfin, il est urgent de revaloriser les savoirs écologiques traditionnels, la sagesse traditionnelle, non comme des reliques du passé, mais comme des cadres actifs qui nous permettent d'informer et de concevoir des stratégies modernes d'adaptation climatique. À l'époque actuelle, où le rapport mondial des Nations Unies de 2022 sur la mise en valeur des ressources en eau, qui met en garde contre l'épuisement des nappes phréatiques en tant que crise invisible, Terra, le village de Terra, nous offre des enseignements précieux sur la gestion durable de l'eau. C'est un village qui représente bien plus qu'une communauté ou qu'un village patrimonial. C'est un modèle de sagesse territoriale où l'environnement, l'habitat humain coévoluent. On peut découvrir, voire redécouvrir des systèmes traditionnels grâce à la mémoire culturelle. Et nous pouvons découvrir également des manières de trouver un équilibre écologique. Je tiens à vous remercier et je tiens à remercier le comité d'organisation d'avoir organisé cette conférence des enseignements du désert. Et je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter les fruits de mes recherches. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une étude que j'ai faite dans le cadre du DSA Architecte Urbaniste, en particulier dans un séminaire qui s'appelait le bocage, et dans lequel on interrogeait le bocage comme objet, mais avec un regard d'architecte urbaniste. Et donc, ce bocage, il peut prendre plusieurs formes. La question que je m'étais posée, c'est surtout quelle forme il peut prendre dans des pays qui ne sont pas européens, et donc qui s'éloignent un peu du bocage qu'on connaît tous ici. Et je me suis particulièrement intéressé au Maroc, et particulièrement à la plaine de Sousse. Donc un petit rappel général pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas beaucoup le Maroc. On a tendance à imaginer que c'est un pays très touristique. En réalité, dans son ADN profond et dans son économie, il est d'abord un pays extractiviste, puisque le grand secteur, c'est d'abord l'économie minière, avec ses 70% de réserves mondiales de phosphate. Ce que je veux dire par là, c'est que l'extractivisme est quelque chose de normal au Maroc. C'est pas un débat, en fait. En parallèle, on a une population qui croît rapidement, qui devient de plus en plus urbaine, un secteur agricole qui prend à peu près 16,5% du PIB national, et une sécheresse qui s'éternise depuis presque une décennie maintenant, et une pluviométrie qui va en baissant. Et donc pourquoi je m'intéresse à cette plaine du Sousse ? D'abord parce que initialement cette recherche était une sorte d'investigation à partir de l'Oued Sousse sur la question de l'hydropolitique, mais aussi parce qu'en fait cette plaine représente 25% de la production de valeur agricole du Maroc, mais pas forcément 25% elle répond pas forcément à 25% des besoins agricoles du pays. C'est-à-dire qu'elle produit principalement pour exporter. Et cette production pour l'export, en fait, elle naît il y a bien longtemps. Quand les Français arrivent au Maroc, en fait, ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils imaginent le Maroc comme le grenier à blé de Rome, et donc en fait ils se mettent à faire des grandes cultures céréalières qui deviennent très vite peu rentables en fait quand la France métropolitaine n'a plus besoin d'importer, puisqu'elle elle devient autosuffisante, elle produit assez, et donc ce blé n'est plus du tout rentable. Se provoque là une crise agricole, et ils doivent retrouver un nouveau modèle. C'est là qu'ils vont en fait faire une sorte d'espionnage agricole, et ils vont plutôt en Californie pour voir ce qu'ils font là-bas. Et en fait, ce qu'ils découvrent, c'est un modèle d'irrigation qui est plutôt tourné vers des cultures à forte valeur ajoutée. Et c'est ça qu'ils vont promouvoir avec la création de l'OCE. C'est ça qui sacre un peu
cette politique, on va dire. Et donc, tout le monde se met à irriguer, à produire des agrumes, des fruits, des légumes pour les exporter en Europe. Suite à ça, en fait, il y a aussi un plan qu'ils vont appeler le plan du 1 million d'hectares irrigués, qui vont commencer en fait en construisant quelques barrages et en utilisant aussi du pompage dans les nappes phréatiques. Mais par-ci et par-là, ça c'est pas encore généralisé. Viendra ensuite l'indépendance du Maroc et on va quelque part prolonger en fait cette politique avec la construction de 140 barrages et la mise en place de la politique des barrages qui a été beaucoup portée par l'ancien roi Hassan II et qui représentait en réalité dans les années 60-70 un grand coût économique parce que entre 68 et 72, ça représentait à peu près 41% du budget de l'État. Donc en fait c'était colossal comme investissement et le but derrière c'était de booster en fait l'agriculture vivrière du Maroc qui avait tendance à plutôt être liée aux rivières et aux petits cours d'eau. Donc là c'était de leur donner une disponibilité d'eau en cas de sécheresse et en fait sur papier ça fonctionne mais le réel effet que ça a eu c'est que ça a créé une eau disponible mais peu chère. Ce qui a fait que les agriculteurs en fait, se sont plutôt tournés vers des cultures à forte rentabilité et ils ont délaissé les cultures céréalières, les cultures vivrières, de légumineuses, etc., qu'ils avaient l'habitude plutôt de cultiver. Et donc, et si on ajoute à ça, on peut aussi ajouter à ça l'effet drastique que ça a eu sur la biodiversité, puisque quand on coupe comme ça plusieurs cours d'eau sur tout le pays, ça impacte énormément la biodiversité aquatique dans les rivières. Et ensuite, cette problématique en fait d'irrigation et de transformation de type de culture, elle s'est prolongée avec le plan Maroc Vert qui a été lancé en 2008 par le ministère de l'Agriculture marocain, qui visait en fait à moderniser les irrigations agricoles et donc à plutôt mettre en place du goutte à goutte qui était pareil, censé en théorie économiser de l'eau. Encore une fois, ça a eu le même effet, ça a fait en fait, le même effet deux fois. En pensant qu'on économise de l'eau et que du coup on a plus d'eau, en fait on se met à faire des cultures qui sont plus hydrovores et donc aussi plus rentables. Mais donc on fait quelque chose de contre-intuitif par rapport à l'idée de base pour laquelle on a développé cette politique. Et donc à partir de ça, dans cette plaine se dégagent en fait trois grands modèles agricoles qui cristallisent un peu en fait ces trois grands temps des politiques hydrauliques. On a l'agrumiculture qui est, on va dire, des monocultures d'orange ou d'olivier avec des racines très peu profondes et qui dépend entièrement de l'irrigation par goutte à goutte. C'est le modèle qu'on voit à gauche. Avec ensuite un modèle que j'ai appelé l'anti-bocage, mais qui du coup fait écho à cet objet bocage qu'on étudiait dans le séminaire, qui est en fait une agriculture sous serre, qu'on peut penser comme une sorte de prolongement de l'agriculture extractiviste. En plus extrême, elle est hors sol, elle n'utilise même pas le sol de la plaine, elle cultive sur un substrat de culture à base de fibres de coco. Elle déploie des techniques, on va dire, architecturales, même si c'est pas vraiment de l'architecture, pour contrôler un climat, puisque les cultures qu'elle met en avant, c'est principalement de la framboise, des fruits rouges, de la banane, des choses exotiques, on va dire. Et ensuite, il y a l'agriculture vivrière, on en a beaucoup parlé ce matin, qui dépend plutôt de petits canaux creusés dans le sol ou en béton, qui est certes peut-être d'un point de vue externe utilise plus d'eau, mais en fait elle permet la recharge des nappes. Dans cette agriculture, on cultive de l'orge, des céréales desquelles vivent en fait ces agriculteurs. Et en même temps des légumineuses, des petits fruits, des petits légumes, des oliviers et des arganiers. Et donc ces trois modèles de la vallée, si on les spatialise, on a l'impression comme ça qu'il y a des zones un peu claires qui se dégagent, et c'est
un peu le cas ici à Auloz, où on voit qu'il y a encore un petit foyer d'agriculture vivrière. Il faut savoir qu'en fait, l'agriculture vivrière dont je viens de parler, elle prend des formes différentes. Elle suit la géographie dans laquelle elle s'implante. Donc si elle est au bord d'une rivière, en fait, elle va détourner l'eau de la rivière. Si elle est en montagne, elle va plutôt capter les eaux d'une source. Si elle est en oasis, elle s'organise complètement différemment selon là où elle est et la manière dont l'eau arrive et comment elle peut la gérer. Donc ici, on observe qu'à Auloz, il y en a encore. On observe aussi que la culture sous serre est très concentrée à Etiamera parce que c'est le plus proche du port et des infrastructures autoroutières. Un peu ici, mais elle est surtout diffuse un peu partout. Et en réalité, c'est très très dur de mettre des limites sur chacun de ces modèles parce que si on regarde avec une vue en satellite, ces trois modèles s'hybrident et se croisent complètement, y compris culturellement. Les agriculteurs qui avaient tendance à avoir une agriculture plutôt vivrière se mettent aussi à faire de la monoculture ou à avoir des petits bassins de goutte à goutte. En fait, les trois modèles s'interpénètrent, mais plutôt en allant vers les modèles qui sont plus technicistes. Et donc une fois que j'ai dit ça, on va faire un petit zoom peut-être sur l'agrumiculture extractiviste. Si on regarde en fait en satellite ce que ça génère en fait territorialement, c'est plutôt une agriculture qui ne fonctionne plus en réseau. Les systèmes hydrauliques sont plutôt ponctuels. C'est un raisonnement à la parcelle, donc chacun a des parcelles très denses pour rentabiliser un maximum son terrain. Avec des petits bassins d'eau qu'on vient utiliser pour stocker à peu près 2 à 3 jours d'eau dont on aura besoin pour irriguer ces cultures. Et en fait, c'est un modèle qui dépend principalement du pompage de nappes, en sachant qu'aujourd'hui au Maroc, on est déjà en dépassement de plusieurs milliards de mètres cubes d'eau fossile qu'on pompe tous les ans. C'est quand même le grand modèle aujourd'hui, il est partout, c'est le modèle que tous les agriculteurs aspirent à avoir, c'est le plus rentable, et en parallèle on voit que c'est en fait ça qui permet à cette région d'être la plus productive d'un point de vue maraîcher et agrumicole. C'est aussi une forme de bocage qui est complètement différente du bocage qu'on connaît en Europe ou même du bocage dont je vais vous parler tout à l'heure. En fait, ça crée un bocage qui est purement fonctionnel, c'est-à-dire que ce bocage de cyprès et de filao qu'on voit ici, qu'on voit aussi là en photo, ne sert uniquement qu'à protéger les fruits. Donc il a un usage très fonctionnel et utilitaire. Il protège les fruits dans leur aspect, puisque le vent a tendance à frotter les oranges, et donc ça leur donne un aspect un peu marbré. C'est pour ça qu'il y a un bocage. Sinon, on ne l'utiliserait pas vraiment. Donc pour faire en fait ces études sur ces trois modèles, j'ai rencontré plusieurs profils d'agriculteurs. Là en l'occurrence c'est un monsieur qui est agronome et qui est à la retraite mais qui gère cette ferme d'oranges que j'ai pu visiter pour le compte d'un investisseur. Et en fait ce qu'il m'expliquait c'est que comme l'orange est devenu de moins en moins de plus en plus dur à cultiver parce qu'il y a un manque d'eau, en fait il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se tournent plutôt vers la figue de Barbarie, et on reviendra dessus tout à l'heure. Mais d'abord je voudrais vous parler de l'infrastructure que déploie ce modèle pour pouvoir exister. Et en fait c'est une infrastructure très complexe, très coûteuse aussi, puisque pour l'installer ça coûte très cher. Les agriculteurs les plus petits ne peuvent pas se permettre d'avoir cette agriculture, et en même temps elle est coûteuse à la fois écologiquement puisqu'elle pompe des quantités astronomiques d'eau, et économiquement. Au-delà de son installation, en fait il faut aussi pouvoir aller chercher les niveaux piézométriques qui baissent d'année à année, puisque sur toute la plaine on pompe, et donc en fait il faut à chaque fois réinjecter du capital pour pouvoir faire plonger encore plus les sondes et aller chercher de l'eau encore plus profondément. C'est un coût que les agriculteurs n'ont pas tous. Et en plus de ce système-là, il y a également un système à prévoir qui permet de réguler la quantité d'intrants, de potassium, d'azote et de tous les autres intrants qu'on peut mettre dans ces systèmes agricoles, et qui permet de les gérer directement dans l'eau en termes de quantité. Donc là, on voit une monoculture de figues de Barbarie.
Justement parce qu'il y a de moins en moins d'eau dans la plaine et que, comme la figue de Barbarie a disparu il y a quelques années au Maroc, elle est devenue très rentable en fait à cultiver. Et comme elle est extrêmement économe en eau, eh bien en fait, même si elle devient un peu moins chère, ça reste très très rentable de la cultiver comme ça. Et donc en fait, je me posais la question, est-ce que c'est une preuve que le marché a une capacité à s'autoréguler ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les agriculteurs n'ont plus d'eau, ça donne plutôt un paysage comme ça. Donc le bocage qui est complètement asséché, la parcelle qui est laissée à l'abandon, et en fait l'agriculteur prend simplement son capital et va ailleurs, il cherche un autre business. Par contre là, j'aimerais faire une petite digression et poser la question qu'on m'a beaucoup posée et y répondre aussi, qu'on m'a beaucoup posée quand j'étais sur le terrain, qui est qu'est-ce qu'un architecte fait dans les champs en fait? Pourquoi je suis là? Et en fait, quand j'ai fait cette étude, je me suis rendu compte qu'il y avait des études de géologues, bon, qui ne sont pas avérées à 100%, mais qui lancent l'hypothèse que le pompage massif, à la fois dans la plaine du Haouz, qui est du coup la plaine de Marrakech, et la plaine du Souss, a potentiellement déstabilisé les sols du Maroc et soit aggravé, soit provoqué le séisme de 2023 qui a connu le Haut Atlas. Donc bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il y a cette hypothèse. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, je rappelle que le séisme de Lorca en Espagne en 2011, lui, a bien été prouvé comme étant induced par des activités anthropiques, et que là, on a un exemple de séisme vraiment scientifiquement prouvé comme étant provoqué par le pompage massif des aquifères. Et donc, l'impact de ça, il est forcément architectural. On perd un patrimoine énorme dans le Haut Atlas. On perd une manière de vivre, une structure sociale qui était déjà en fait dans une situation critique. Là, c'est le coup de grâce qu'on lui met. On perd une manière de cultiver, une manière d'habiter un territoire, une manière de produire aussi. Tout ça s'envole en éclats au profit d'une reconstruction très rapide, très technique aussi, et qui en fait reprend plutôt les codes d'un urbanisme périurbain marocain plutôt que du rural montagnard. Et donc en fait, ce qu'on se retrouve à faire, c'est plutôt à faire disparaître la culture rurale des montagnes au profit d'une reconstruction rapide pour résoudre le problème d'urgence en fait. Et en plus de ça, en fait, le pompage massif met en péril le périurbain tout court dans la plaine et ailleurs au Maroc, puisqu'en fait, énormément de petits villages sont dépendants soit d'un petit puits, et donc d'une petite pompe pour avoir leurs eaux, soit d'eau surfacique comme les rivières, mais comme il y a un énorme barrage dessus, ils n'y ont plus accès. Et ça crée aussi le problème de la salinité des nappes. Donc quand on pompe massivement, les petits puits n'arrivent plus qu'à avoir une eau qui est très salée quand ils arrivent à avoir de l'eau. Et ils deviennent complètement dépendants des eaux de barrage. Et donc en fait se crée ici une concurrence d'usage à l'échelle territoriale. Est-ce qu'on produit de l'agriculture pour exporter, pour créer une économie à croissance rapide, ou est-ce qu'on vit simplement dans le territoire et on l'habite? Et donc, au-delà de cette question-là, elle se pose aussi surtout sur le modèle qui est encore plus hydrovore, qui est celui de la culture sous serre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur lequel on va faire un petit zoom aussi. Donc si on regarde plutôt vers Etamera, donc c'est ce petit village qu'on voit là, même si ce n'est plus vraiment un village, c'est plutôt une petite bourgade qui est prise dans une marée de plastique blanc. Ce modèle, comme je vous disais tout à l'heure, il développe tout un tas de dispositifs architecturaux et en fait il génère à l'échelle territoriale quelque chose qu'on pourrait appeler un urbanisme global. C'est ce que Henri Lefebvre a appelé un urbanisme planétaire. En tout cas, il n'y a plus de limite entre le rural et l'urbain, il n'y a plus de limite entre ce qui est anthropique et naturel. Et en fait, ce modèle-là, en plus du pompage de la nappe directement, lui utilise
toutes les sources à sa disposition, toutes les sources d'eau possibles et imaginables. Il pompe quand il est sur un terrain qui a accès à une nappe phréatique. Il pompe directement avec le système que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il peut aussi se faire livrer de l'eau directement depuis les barrages, quand il n'y a plus d'eau dans les nappes ou quand il n'y a plus d'eau à proximité. Mais il est surtout relié aux nouvelles stations de dessalement que le Maroc est en train de construire. Tout ça, en fait, est plutôt dirigé vers une agriculture de production maraîchère et de primeur. Donc, c'est les tomates que vous retrouvez à Carrefour à 0,99 €. Ça vient typiquement de cette région, de ces serres-là. Mais c'est aussi les framboises, les myrtilles et haricots verts, tout ça. Et en fait, pareil, ici, l'interlocutrice que j'ai rencontrée, c'était plutôt une agronome qui travaillait pour une entreprise qui s'appelle Atlas Berries, qui est une filiale du géant américain Driscoll's, qui s'installe ici parce qu'il peut en fait avoir accès à des terrains et à une ressource pas chère. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc là, on produit de la framboise. Quelques images pour voir un peu ces dispositifs dont je vous parle. C'est des structures en bois, des câbles en plastique, des grilles métalliques, des bâches blanches. Tout ça à l'échelle d'une plaine, c'est des kilomètres carrés de bâches blanches. Ce qui fait bien sûr que ça transforme complètement le paysage du Souss. Et que ça a un impact, bien sûr, sur quelle forme ont ces territoires, quels aspects, comment ils fonctionnent aujourd'hui. Et surtout, en fait, ce modèle, il s'installe, donc comme je vous disais, Driscoll's n'est pas là par hasard, il s'installe parce qu'il trouve ici une main-d'œuvre pas chère, avec des conditions sociales qu'on peut largement questionner. Et comme nous dit Saskia Sassen dans Expulsions, Brutality and Complexity in the Global Economy, c'est le résultat à la fois d'un accès facilisé à de la terre, à de l'eau pas chère, puisqu'on peut pomper dans les nappes sans payer trop cher autre chose que son infrastructure de pompage. Et c'est surtout le résultat de gouvernements qui sont affaiblis et d'une économie traditionnelle qui a progressivement été détruite sur le long de décennies, voire de siècles. Ça a commencé avec ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'OCE à l'arrivée des colons français, puis ça s'est dégradé rapidement aussi avec les politiques post-indépendance qui avaient plutôt tendance à encourager l'irrigation, et donc ça nous donne ça. Justement, ces économies traditionnelles, on va en parler. L'agriculture vivrière, c'est notre troisième sujet. Donc là, je vous présente plutôt un modèle d'agriculture vivrière qui se développe en montagne, puisque c'est celui que j'ai eu la chance de visiter aux côtés de ce monsieur qui est à la fois marchand de fruits et légumes en ville, mais également habitant de ces villages et où il pratique une agriculture vivrière. Et donc en fait, son fonctionnement est assez simple. Une source d'eau arrive, on la capte dans un petit barrage, on la redistribue avec des canaux. Ces canaux irriguent ensuite des petites parcelles, et chaque parcelle appartient à une famille qui peut y cultiver ce qu'elle veut. Elle a un quota d'eau qui est géré par des règles qui sont mises en place par la communauté en question. Ça dépend de la communauté. Chaque fois, c'est des règles qui sont différentes. Ça peut être géré avec du temps d'accès à l'eau. Ça peut être géré avec des quantités d'eau. Mais en tout cas, ça représente la grande majorité des exploitations agricoles marocaines. C'est 70% d'exploitations agricoles qui ont une surface inférieure à 5 hectares. Et on y cultive principalement donc des olives, des fèves, des légumineuses principalement, des céréales et de l'arganier pour ses noix, pour son huile. Et donc là, quelques photos pareilles sur comment fonctionne ce système. Donc il y a des petits barrages qu'on appelle les Tesdet en Amazigh, sur des canaux qu'on appelle les Sagia.
Et cette eau vient être redistribuée. Il faut savoir que ce qui est étonnant, en fait, et ce qui peut aussi quelque part questionner sur la véracité de l'hypothèse dont je vous parlais tout à l'heure, du fait que le séisme est lié aussi à la stabilité des sols et à l'exploitation des eaux, c'est que quand je suis allé dans ces villages, on m'a dit qu'il y avait des sources qui s'étaient taries, qui ont réouvert après le séisme. Et donc il y a eu un renouvellement d'accès à l'eau et une redisponibilité des eaux dans ces villages pour certaines familles qui n'en avaient plus jusqu'ici. Donc la piste n'est pas à oublier. Donc là on voit des plants de fèves, de petits pois et d'oignons. Donc c'est des... Et pareil, là, typiquement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, historiquement, dans ces villages, en fait, la manière de cultiver, c'était plutôt des associations de cultures. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à mettre des légumineuses à côté de légumes, à côté de céréales, et que ça crée une complémentarité, une fertilisation des sols et une stabilisation des sols, qu'on commence aujourd'hui à perdre, puisque quand j'y suis allé, c'était plutôt des monocultures de fèves, des monocultures de petits pois, des monocultures d'oignons, avec l'idée derrière qu'il faut aller chercher des intrants, du phosphate, etc., pour fertiliser les sols. Donc il y a quand même un substrat culturel qui s'est perdu au contact de ces techniques très modernes. Et là, en fait, on voit toute une partie de la vallée, dans ces villages, etc., qui n'est pas du tout cultivée, non pas par manque d'eau, mais par manque de main-d'œuvre. Donc les jeunes qui ne sont plus là, les familles qui ont émigré, soit en Europe, soit en ville, et qui ne sont plus là, en fait, pour entretenir ces parcelles, ce système agroforestier se perd et on n'a plus personne pour l'entretenir. Là, c'est le passage d'une ancienne Séguia. Eh bien, on voit bien que c'est très aride. Et le problème, quand ces modèles disparaissent, à la fois en montagne, le long de l'oued de Sousse, mais aussi dans les oasis, quand on rajoute à ça l'imperméabilisation massive, à la fois dans les villes, dans le périurbain, aujourd'hui dans le rural aussi, qu'on est en train de bétoniser, dans le système dont je vous ai parlé à Etemera, où il y a des tonnes et des tonnes de plastique qui imperméabilisent des champs, eh bien en fait on se retrouve avec des inondations rapides et meurtrières quasiment toutes les années ou tous les 2 ans, qui vont continuer d'ailleurs à devenir de plus en plus intenses. Donc ces systèmes agroforestiers contribuaient à stabiliser et à gérer les eaux à l'échelle territoriale, mais leur disparition, elle contribue à ces catastrophes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, ce qui nous pousse à poser la question, comment réapprendre à habiter nos territoires ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la population marocaine ne fera que croître. On sera de plus en plus urbain d'ici à 2050. On aura de plus en plus de demandes en eau dans ces villes qui se métropolisent rapidement. Une eau qui est en train de disparaître et une concurrence qui est de plus en plus rude en fait entre l'agriculture et la ville et la vie tout simplement. Et la question que j'aimerais poser, c'est quelles infrastructures pourront-elles solutionner ce besoin en eau et seront-elles suffisantes ? Si on fait un petit zapping, tout ce dont je vous ai parlé, en fait historiquement on avait les Séguia, les Khtara aussi, dont vous a parlé Salim hier, et dont on a parlé un peu aujourd'hui sous d'autres horizons. Ensuite, les Saguia qui sont en béton, qui portent exactement le même nom. En fait, c'est des canaux qui acheminaient les eaux des barrages directement dans les parcelles et dans les champs, qui, pareil, ont aussi été abandonnés. Donc là, pareil, on voit des gros canaux d'irrigation vers Etemera qui servaient à irriguer les parcelles avant que ça ne devienne un système sous serre. Puis on est passé au bassin de rétention des eaux pompées par nappe phréatique, qui aujourd'hui en fait pose la question. Hein, on est toujours vers une fuite en avant technique. Aujourd'hui, la station de dessalement est vue comme la grande solution, mais en réalité, j'aimerais poser, mais quelle est l'infrastructure comme question ? Quelle est l'infrastructure souci sur laquelle il faut s'appuyer ? Parce qu'il y a bien des infrastructures qui ont existé ici. Et en fait, après une semaine d'arpentage et tout ce que je vous raconte là, la réponse, elle est évidente, c'est la regagner. Quand j'y étais, en fait,
Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arganier, c'est un arbre qui crée des forêts dans la plaine, mais qui sont des forêts communales. Elles appartiennent à l'État ou alors aux tribus. Et ce qu'on me disait, c'est qu'il suffisait qu'il pleuve une fois dans l'année pour que l'arganier donne une récolte rentable pour les agriculteurs. Et donc en fait, il est tout à fait envisageable de réfléchir à utiliser cette plante qui est à la fois endémique et qui n'existe qu'au Maroc pour créer une économie à haute valeur ajoutée qu'on essaye déjà de créer aujourd'hui, mais différemment, en exportant des framboises, etc. Donc plutôt que de faire ça et d'être dans un marché qui est global, mondialisé, et où il y a une concurrence rude, notamment avec l'Espagne, qui essaye de se protéger, et plutôt que d'être dans ce marché d'export qui est en fait hyper dépendant du fait que l'Europe importera ses marchandises, et bien en fait faisons quelque chose qui n'existera qu'au Maroc, quitte à structurer une filière de transformation cosmétique, alimentaire, qui est liée à cette plante, qui a énormément de bienfaits et énormément d'usages différents, et qui permettrait aussi de retrouver un paysage typiquement souci qui ne ressemble pas à d'autres endroits ou qui ne fait pas partie d'un système globalisé. En fait, on retrouverait du local tout en restant dans une économie globalisée sans forcément nuire au développement de cette région. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui présenter les résultats de ma recherche sur le jardin persan que j'ai abordé en fait en dialogue direct avec les enjeux aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs travaux montrent que nos modes d'aménagement et de construction ne sont pas soutenables. Ils ont contribué largement à épuiser les ressources, à fragiliser les milieux naturels. Et cela nous a invités à repenser notre rapport à la terre en sortant d'une logique de domination, de consommation, d'exploitation à merci et aller vers les relations qui sont fondées plus sur la réciprocité et la reconnaissance de notre interdépendance avec les milieux. Et c'est précisément dans cette perspective que l'étude de jardin persan prend son sens. Parce que si cette quête de symbiose est relativement récente en Occident, elle était depuis longtemps, mais au cours de certaines traditions non occidentales, comme la tradition jardinière en Iran. Et en fait, le jardin persan peut alors offrir un terrain fécond pour repenser les manières plus soutenables, les manières plus justes d'habiter le monde. Et pour cette étude, je me suis aussi appuyée sur la mésologie telle qu'il est en fait développée par le géographe français Augustin Berg. Et cette approche mésologique nous a permis d'identifier 3 types de relations entre le jardin persan et son milieu. Ce sont analogie, enrichissement et complémentarité. Et que je vais présenter d'abord ces 3 types de relations et ensuite j'essaie de vous montrer en quoi ces relations nous permettent en fait d'ouvrir des perspectives pour les problèmes aujourd'hui. Premier type de relation que nous avons identifié, c'est celui d'analogie qui renvoie à une relation de ressemblance entre différentes entités. Et on observe en fait cette analogie d'abord entre la structure des vallées du plateau central en Iran et l'agencement du jardin persan. Comme vous voyez dans cette image à gauche, en fait, le paysage de cette région est composé notamment par les chaînes montagneuses au sein desquelles on peut trouver des zones verdouillantes. Ce sont des vallées qui constituent un milieu privilégié parce que là, on peut trouver en fait des cours d'eau, un sol fertile, une végétation abondante, mais aussi un microclimat plus tempéré et plus humide.
On peut trouver une organisation similaire aussi dans le jardin persan, qu'on peut voir par exemple dans cette image, le jardin de Dolatabad. Comme les vallées sont fermées par les reliefs, dans le jardin persan sont aussi entourés par les hautes murs qui contribuent à favoriser, créer un microclimat plus humide, plus tempéré. On peut aussi voir le rôle central de l'eau dans les vallées par la rivière, mais aussi dans le jardin par un canal central de l'eau qui organise l'espace. Et dans les deux cas, on peut voir une végétation qui apporte l'ombre et la fraîcheur. Selon certaines études historiques, en fait, on dit que cette ressemblance traduit en fait une connaissance fine que le peuple iranien avait leur milieu. Ces vallées sont habitées depuis très longtemps par les Perses, ce qui leur a permis de connaître, de saisir les relations, les dynamiques de leur environnement, et ce qui leur a aussi permis de quitter les vallées et de reproduire un milieu comparable ailleurs en réunissant les mêmes éléments et les agençant de la même manière. Mais cette analogie, en fait, le jardin persan n'est pas seulement le produit de cette analogie, de cette connaissance environnementale, mais aussi il est l'expression d'une conception symbolique de la nature. Plus précisément, ce savoir empirique c'est combiné en fait aux mythes, aux récits et aux croyances de peuple iranienne et qui transforme en fait les éléments naturels en puissance surnaturelle. Et dans leur pensée, on peut voir qu'en fait les éléments naturels sont associés aux forces surnaturelles, mais qui n'apparaissent pas comme des divinités personnifiées, mais plus ils incarnent les valeurs morales de la société. Comme un exemple, par exemple, la Terre est associée à une puissance divine nommée Espanta Armati, qui incarne la sagesse divine aux œuvres excellentes. En fait, la mission de cette puissance surnaturelle est en fait favoriser et accomplir des bonnes actions, par exemple comme la prospérité des contrées, l'abondance des biens, et c'est elle qui donne en fait la richesse à l'homme. Alors comme vous voyez, le jardin persan est le résultat d'une saisie de nature qui combine les faits et les symboles. Et dans cette association, la nature est plutôt perçue en fait comme une force vitale à la fois d'ordre matériel et immatériel. Elle est considérée comme un moyen de subsistance et elle est considérée comme le socle de l'existence en fait du peuple iranien. Deuxième rapport que nous avons identifié, c'est le rapport d'enrichissement. En fait, il faut rappeler que dans le contexte aride ou semi-aride dans les régions iraniennes, la création d'un lieu, d'un espace de verdure exige de mobiliser les techniques, les interventions, les savoir-faire. Alors même si le jardin persan s'inscrit dans la continuité de son environnement, il exige de mobiliser certaines interventions, notamment il faut aussi, parmi toutes ces techniques d'enrichissement, on peut nommer le système de distribution, d'irrigation de l'eau qu'on a vu aussi dans la conférence précédente, et notamment les ranats qui créent en fait, constituer des galeries souterraines pour capter les nappes phréatiques et les acheminer vers les villages. Mais ce qui est intéressant, en fait, les ranats de ces galeries, ils sont prolongés sous terre autant que possible jusque plus près des villages pour un peu minimiser l'évaporation qui est forte, qui est très très forte dans cette région. Et c'est aussi pour la même raison qu'on peut voir les canaux d'eau sont tracés en ligne droite, pour un peu diminuer la distance que l'eau doit parcourir et par là aussi diminuer les pertes par évaporation. Alors l'ordre géométrique qu'on peut voir souvent dans les jardins persans aussi, c'est associé à cette raison technique, mais aussi lié à ses caractéristiques environnementales, et c'est pas seulement un motif symbolique en fait. Et de la même manière, en fait, la taille des jardins sont aussi déterminées par la disponibilité de l'eau en période de saison sèche.
Alors, c'est pas le projet qui dicte en fait l'exploitation de l'eau, mais c'est la rareté de cette ressource qui détermine en fait l'ampleur de l'exploitation et aussi les limites d'aménagement. C'est précisément cette relation harmonieuse qui a permis au jardin persan de traverser le temps malgré les contraintes environnementales. Et le jardin persan aussi, c'est le produit d'un enrichissement d'ordre symbolique dans la pensée des anciens persans. En fait, cultiver la terre n'est pas considéré comme une activité seulement économique, mais c'est un engagement moral et aussi spirituel. C'est-à-dire cultiver, irriguer, rendre la terre fertile est considéré comme les gestes par lesquels l'homme peut rendre la terre heureuse, c'est-à-dire honorer les puissances célestes et en retour aussi favoriser l'abondance, la richesse et la fertilité dans sa vie terrestre. Et nous avons vu en fait comme l'image de la terre associée à une sagesse divine, aux œuvres excellentes. En fait, l'homme devrait aussi incarner les mêmes qualités en contribuant à la prospérité des contrées par ses actes. Et c'est pourquoi, en fait, chez l'ancienne civilisation iranienne, l'agriculture et l'élevage est considéré comme une liturgie. Et c'est ce concept, c'est ce mode d'être traduit par le concept de spandarmatike qui est utilisé dans leur vision du monde, en fait. Et finalement, nous avons aussi identifié troisième type de rapport entre le jardin et son milieu, la complémentarité qui renvoie en fait un lien d'interdépendance entre deux choses qui s'entre-définissent. Et cette complémentarité s'exprime d'abord dans l'expérience sensible et corporelle du jardin. Et comme on peut voir dans ces images, en fait, le paysage de cette région est marqué notamment par une végétation clairsemée, par les couleurs ocre et brun et par une humidité ambiante faible. Et le jardin, dans ce contexte, vraiment se manifeste comme un contraste saisissant, comme on peut voir dans le jardin de Shorzadeh ici, qui est au milieu d'un désert. Et en fait, le jardin persan se démarque notamment par son espace verdoyant et c'est aussi son microclimat plus temporel, plus humide. Et c'est à partir de cette expérience que aussi le jardin persan apparaît comme un paradis, c'est un lieu de repos, de rafraîchissement. Et ce lieu répond en fait à un besoin essentiel du peuple iranien, disposer d'un lieu de rafraîchissement, de repos et de protection dans un environnement contraignant en fait. Et cette complémentarité aussi est d'ordre symbolique. Dans la pensée des anciennes iraniennes, le jardin persan est associé à un haut lieu, un lieu sacré et purifié. Mais cette image se construit en fait en contrepartie avec le monde extérieur qui est associé à un monde profane, un monde sauvage, habité en fait par les puissances maléfiques. Et c'est en fait dans cette relation de co-appartenance que le jardin persan prend son sens en fait. Finalement, en fait, si je veux conclure, je peux dire en fait ces trois types de relations que nous avons vues, l'analogie, l'enrichissement et la complémentarité dessinent trois manières par lesquelles le jardin persan et son milieu se relient l'un à l'autre, mais il renvoie en fait à une vision du monde où les choses vont ensemble, où ils co-société, si je peux emprunter le terme utilisé souvent par Augustin Berg, c'est-à-dire que les choses en fait se croisent, se répondent de manière non linéaire au lieu que les uns causent les autres en fait. Et c'est le jardin persan aussi est le résultat de cette vision du monde, il est le résultat d'un processus d'engendrement réciproque, c'est-à-dire des échanges, des imbrications, des ajustements, des correspondances avec les différentes réalités de son milieu, avec la réalité climatique, les caractéristiques géologiques, avec la disponibilité des ressources
mais aussi avec les savoir-faire acquis et les cosmologies en fait élaborées. Et cette manière de penser, de concevoir, en fait, entre en résonance particulièrement avec les préoccupations aujourd'hui, et notamment avec cette nécessité de dépasser la vision dualistique moderne qui sépare l'homme de son milieu. Et plusieurs penseurs disent qu'il faut dépasser cette vision parce qu'il a engendré il est l'un des origines principales des crises aujourd'hui. Il faut revenir sur Terre, il faut autrement dit réviser notre position dans l'univers, retisser notre lien avec la nature. Et c'est exactement ce que nous permet ces trois types de relations que nous avons identifiés. Et Onologie nous invite à une manière de construire qui cherche en fait à s'accorder avec ce que le milieu contient, avec ce que le milieu autorise, offre ou refuse. Et l'enrichissement aussi propose une manière de construire qui est fondée plus sur la recherche d'équilibre et une juste mesure, plus orientée vers l'appauissement de la vie au lieu de croissance et d'exploitation sans merci. Il nous encourage à être attentifs aux fragilités des milieux. Et finalement, la complémentarité nous invite à penser plutôt aux relations, aux interdépendances, ne pas voir les êtres, les lieux, les éléments comme un objet autonome, des objets en soi, mais plus de penser comme une entité relationnelle et plus de travailler à partir des relations et des interdépendances. Alors, c'est ce que on peut en fait comprendre, apprendre de Jardin Persson, et il incarne en fait une forme d'habiter qui peut ouvrir une autre ontologie de rapport entre les humains et la Terre et les non-humains. Merci beaucoup.